Bonjour à tous et bienvenue chez DigiSchool. Ça y est, c'est terminé. Vous avez réussi à passer cette pénible épreuve qu'est le DNB. Bon là, on en parle un tout petit peu une dernière fois avant que vous puissiez être soit en vacances, soit revenir un petit peu au collège parce que certains collèges vous font revenir. Bon, pauvre de vous. C'est pas grave. On va parler quand même du DNB, d'histoire géo aujourd'hui parce que vous savez tous, vous me connaissez à force. Je suis prof d'histoire géo. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer les différentes réponses possibles de ce DNB qui était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, peut-être moins vous, mais je l'ai trouvé vraiment super cool comme sujet. Et puis après, n'hésitez pas à poser des questions, etc. etc. Alors, on avait d'abord un texte en histoire. C'était un texte sur, plus précisément, en fait, la résistance. Mais cette période qu'on appelle la France de Vichy entre 1940 et 1944. Bon, donc on avait un texte qui était plutôt long, mais assez facile à comprendre, et puis des questions qui ne nécessitaient pas forcément d'avoir de très très grandes connaissances, même si parfois, fallait quand même savoir un petit peu répondre. Bon. On devait présenter l'auteur du témoignage. Bon, pour le coup, là, pas besoin de solliciter ses connaissances. L'auteur du témoignage, c'était c'est Jean-Jacques Auduc, qui pendant cette période était un enfant, on dit qu'il avait une douzaine d'années environ, et qui a participé à la résistance, notamment dans les FFI. Et alors, FFI, c'est un mot qui vous était défini à la fin du document. Normalement, c'est un mot que vous avez dû voir cette année quand même en cours, mais c'est les forces françaises de l'intérieur. Donc, en gros, c'est la résistance intérieure. Une simple phrase pour présenter l'auteur suffisait. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, des couches et des couches, si vraiment on vous demande que de présenter. D'accord? Donc, allez vraiment à l'essentiel. Ça ne sert à rien d'en mettre des caisses parce qu'au final, vous faites plus que... vous attirez, on va dire, comment dire, faire que votre prof qui vous corrige soit pas très content. Foudre. Ok, derrière, ils sont comme des dingues. Décrivez la situation de la France au moment des faits qui sont évoqués. Alors là, par contre, il fallait quand même avoir un minimum de connaissances. En gros, on vous demande de contextualiser ce texte. Contextualiser, ça veut dire dire le contexte. Et le contexte, c'est donc 1940-1944, la France qui a été défaite en 1944 et qui est divisée en deux. La France donc du nord et de l'ouest qui est ce qu'on appelle une zone occupée par les Allemands. Et a priori, full tourte, d'après ce que nous dit le document, puisqu'on nous dit que c'est à l'ouest de la France, est dans la zone occupée. Et une zone libre dans l'est et dans le sud de la France, libre qui ne le reste libre que jusqu'en 1942, date à laquelle les Allemands occupent donc cette zone qui s'appelle ensuite la zone sud, donc gouvernée par le régime de Vichy. Voilà, il fallait juste en gros contextualiser et donc utiliser là cette fois-ci les connaissances. Indiquer les différentes missions confiées à Jean-Jacques Auduc et la raison pour laquelle on fait appel à lui. Alors là, vous aviez deux questions dans la même question. Donc, faites très attention pour ce genre de questions parce que vous allez sûrement en oublier une des deux. Donc, faites bien attention. Il y a vraiment ces deux questions différentes. Indiquez les différentes missions confiées à Jean-Jacques Auduc. Bon, Jean-Jacques Auduc, il est agent de liaison, c'est-à-dire qu'en gros, il est là pour transmettre les messages, il peut récupérer aussi des messages, d'accord? On dit d'ailleurs qu'il fait 25 km à chaque fois qu'il le fait. Il est également envoyé en espion dans les endroits où les adultes ne peuvent pas aller. C'est ce qu'il nous raconte quand il dit « Oui, alors je me suis dirigé dans un espace où il y avait des avions » et c'est là où il se rend compte qu'en fait les avions étaient factices. Factice, ça veut dire faux, parce qu'ils étaient en bois. Ok, donc voilà, et à partir de l'automne 1944, il s'engage dans les FFI, donc dans la résistance intérieure, et il traque les Allemands en déroute. Pourquoi en déroute? Parce qu'à partir de 1944, la France commence à être libérée, notamment après les deux grands débarquements. Ok, deuxième partie de la question, pourquoi la résistance fait appel à lui? La résistance fait appel à lui parce que c'est un enfant. Et en gros, il attire un peu moins la méfiance des Allemands.
Ok, je termine ces questions sur le doc et après, si vous avez des questions vous-même, j'y répondrai. Relever les principaux acteurs de la lutte contre les Allemands avec lesquels il a été en contact. Là encore, il suffisait de bien analyser le texte, pas forcément d'avoir des connaissances. Donc, il a été en contact, on nous dit les Britanniques, on nous dit les Anglais, il va notamment aller en Angleterre, et puis il va aussi donner des informations aux Anglais. C'est le cas notamment quand il leur dit, bon bah voilà, les avions, c'est des faux. Il est aussi en lien avec la résistance intérieure, notamment les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur. Il s'engage avec eux en 1944 ou 43, la date m'échappe, mais c'est pas important. Ok, expliquer pourquoi les actions de la résistance pouvaient être dangereuses. Là, il fallait utiliser le document, mais utiliser aussi vos connaissances. Parce qu'on nous dit expliquer, d'accord? C'est quand vraiment on a un verbe de consigne qui nous demande d'expliquer, on nous demande en fait de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc, expliquer pourquoi les actions sont dangereuses. Eh bien, tout simplement, on pouvait dire que ces actions de la résistance, elles étaient dangereuses parce qu'ils étaient traqués. On sait que les parents de Jean-Jacques ont été attrapés par, il me semble que c'est la Gestapo. Oui, la Gestapo. La Gestapo, je vous rappelle que c'est, on va dire, les Allemands qui traquaient les Juifs et puis les résistants. Ils ne sont pas uniquement traqués par la Gestapo, ils sont aussi traqués par la milice. Et ça, vous pouvez apporter cela en connaissance. En plus du texte, la milice, c'est en gros quelque chose qui a été créé par le régime français. Bon, milice, on va dire que c'est plutôt sur la partie sud du territoire français. Ils peuvent être capturés, torturés et on nous dit qu'ils sont déportés, ces parents. Donc ils sont aussi déportés, quand on dit déportés, c'est dans des camps de concentration, des camps de travail, dans lesquels les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Alors ils ne sont pas automatiquement exterminés, les résistants, contrairement aux populations juives. Je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce texte? Alors, on a quelques questions. Allez, dites-moi. Pas forcément le numéro de la question. C'est pas grave, t'inquiète, je vais essayer de trouver. Momox qui me dit, si on n'a pas précisé que c'était dirigé par le régime de Vichy, est-ce que c'est grave? Si on n'a pas parlé du régime de Vichy. Alors, si on n'a pas parlé du régime de Vichy, c'est, on va dire, c'est qu'à moitié grave. Parce que normalement, alors je ne sais pas si je l'avais noté, mais on avait en fait dans le sujet marqué la résistance, le régime de Vichy. Bon, il faut aussi dire que le document est a priori écrit, si je puis dire, ou concerne plutôt la zone du nord et de l'ouest de la France, qui était plutôt en zone occupée par les Allemands, donc pas directement sur le régime de Vichy. Je pense que c'est pour la question numéro 2. Bon, si on dit décrivez la situation de la France et que tu n'as pas dit régime de Vichy, là par contre, à mon avis, tu n'auras pas tous les points. Voilà, soyons honnêtes et okay. Éthiques et responsables. Disaster Girl qui nous dit du coup 5 pages pour l'épreuve, ça te semble pas mal? Ouais, 5 pages pour l'épreuve. Bon, après, moi, je l'ai tapé, donc c'est pas très réaliste. Mais ouais, 5 pages pour l'épreuve. On va dire que cette première partie, elle nous demandait facilement 2 pages. La deuxième partie, c'était un développement construit d'une 20aine de lignes, donc on va dire 1 page. Et ensuite, le MC, 5 pages, c'est large. Ouais, je pense que c'est bien. Pour la question 4, j'ai mis que c'était parce que Jean-Jacques risquait de se faire tuer. C'est bon quand même? La question 4, c'est les principaux acteurs ou c'est les... Je pense qu'il s'est planté. Je pense que c'est question 5. Mais parce qu'il peut risquer de se faire tuer, oui, c'est possible, ouais, tout à fait. Bon, il aurait fallu un petit peu approfondir. Si tu as marqué que ça, on va dire que ça ne va pas être l'essentiel des points. Pareil, un peu le même genre de questions. Emma qui nous demande pour la question 3, moi j'ai parlé de Général de Gaulle et de Jean Moulin. C'est une bonne idée? Les différentes missions confiées à Jean-Jacques Auduc. Ouais. C'est un peu bizarre de parler de Gaulle et de... parce que ça ne correspond pas trop à la réponse à la question. Éventuellement, les principaux acteurs de la lutte contre les Allemands, mais on ne nous en parle pas du tout dans le document. Après, si vous l'avez mis, ça ne va pas forcément vous pénaliser. Hein. Vincent qui me fait rire, parce qu'il dit il a bien regardé tes révisions de dernière minute et il a repeint la question 2 avec tes conseils. Il dit est-ce que j'en ai pas trop fait? Et ils sont plusieurs aussi à demander est-ce que si on a mis plus de lignes un peu que 20, je ne sais plus quel développement. Oh, développement construit. Ouais.
On nous dit d'environ 20 lignes. Donc, si c'est un peu plus de 20 lignes, c'est pas grave. Par contre, si vous en avez mis des tartines pour mettre des tartines, là, moyen. Mais c'est environ 20 lignes, donc c'est plus ou moins 20 lignes si vous voulez. Ça peut être un petit peu moins et un petit peu plus, c'est pas grave. Si vous en avez mis des tartines entre guillemets sur la 2, bah, vous aurez probablement tous les points. Il se pose des questions sur les barèmes aussi. Bon, évidemment, on les a pas, mais... bah si, on les a. On a les barèmes ? Ouais. Alors, on a les... Ouais, on a le nombre de points par question, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ils se posent des questions et ils disent quoi ? Ils sont un peu en train de se demander, est-ce qu'il y a un nombre de points maximum ? Est-ce qu'on a vraiment bien répondu à la question ? Est-ce qu'on peut avoir quelques points en plus ? En gros, je pense que c'est un peu ça. Si on a des points en plus, non, on ira jusqu'au maximum, en général jusqu'au point indiqué sur le sujet. Quand ils prennent la peine de faire un nombre de points, c'est vraiment que ces points sont respectés. Par contre, vous voyez bien que par exemple sur le schéma, le croquis, on n'avait pas de points pour chacune des questions. Donc, sur l'organisation du territoire français, les points là, ils vont varier un petit peu en fonction des correcteurs. Et puis, il me semble bien que sur l'EMC, il n'y avait pas de points indiqués non plus. Donc là, encore, ça sera un peu en fonction du prof. Mais globalement, sur le premier exercice, s'il y a des points notés, c'est vraiment qu'ils vont être respectés. Ok, ça marche. Et sinon, Marion, qui s'inquiète un peu de son développement construit, ouais. Dit, moi, je l'ai pas très construit, je l'ai pas très bien construit, elle me dit, j'ai pas trop fait de paragraphes clairs, j'ai pas... Est-ce que... Bon, alors l'objectif quand même de ce développement construit, s'il y a le mot construit à l'intérieur, bah, c'est quand même qu'il faut le construire. Bon, après, maintenant, c'est passé, tant pis. Mais dites-vous bien que ce développement construit, c'est un premier pas vers la composition qu'on va vous faire travailler au lycée. Donc, essayez pour les prochaines fois en seconde de bien organiser vos idées. Après, sur un travail comme ça qui fait 13 points, si vous avez donné des informations mais que vous ne les avez pas forcément ordonnées, vous n'aurez pas tous les points, mais vous aurez quand même des points. D'accord ? On va bonifier tout ce qui est, par exemple, phrase introductive. J'y reviendrai juste après parce que je vais le corriger. Donc, phrase introductive qui définit les termes du sujet, éléments vraiment de mots-clés qui sert à expliquer le sujet, etc. Si par contre, ce n'est pas organisé, il n'y aura pas tous les points, mais vous en aurez quand même un minimum. Et enfin, Clem, qui me demande à la question 2, moi j'ai commencé dès 1939. C'était une bonne idée ? C'était pas forcément utile parce que on nous demande au moment des faits racontés. Et là, il ne commence qu'à partir en fait du début de la résistance française. Donc après la défaite française. Donc c'était pas forcément utile, mais c'est pas pour autant que ça va te pénaliser. Ok, je continue. On est sur la géo, c'est la deuxième partie, et on est sur un premier moment qui est celui du développement construit. En général, c'est celui que vous redoutez. Alors, ce développement construit, c'était le même que celui de l'Amérique du Nord, hein, qui est tombé il y a quoi, même pas un mois. À peu de choses près, c'était lui. Donc, on nous demandait donc, de faire 20 lignes en montrant les problèmes spécifiques rencontrés par les territoires ultramarins et les aménagements réalisés pour tenter d'y remédier. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à organiser leur travail, en fait, si vous relisez bien la consigne, vous avez déjà finalement l'organisation. L'organisation, c'était, première partie, montrer les problématiques spécifiques rencontrées par ces territoires. Deuxième partie, montrer les aménagements réalisés pour tenter d'y remédier. Donc ça, c'était relativement, finalement, aidant pour organiser le travail. Bon, je vous ai rappelé les différents conseils, je vous l'ai dit rapidement. Il faut bien suivre la méthodologie du développement construit en faisant une introduction, des paragraphes, et puis éventuellement, ce n'est pas une obligation, hein, mais éventuellement une conclusion. La conclusion n'est pas pénalisante si vous n'en faites pas. Par contre, l'introduction, elle doit être présente obligatoirement et elle doit rappeler les termes du sujet. Donc, dans les termes du sujet, il y a les territoires ultramarins français, on doit avoir les problématiques et les aménagements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser un exemple qu'on a étudié en classe. Donc on a dit, les territoires ultramarins sont des espaces français situés en dehors de l'Europe qui possèdent des atouts mais également des contraintes. Alors là, pourquoi cette phrase, elle est bien? Bon, déjà, c'est moi qui l'ai faite. Bon, mis à part ça, excusez-moi, c'est le dernier live, on se lâche. Les territoires ultramarins, pourquoi c'est important? Parce qu'on le définit juste après. Ce sont des espaces français qui sont situés en dehors de l'Europe. Donc on a défini ce terme clé. On a aussi
borner de façon spatiale, parce que c'est une obligation dans notre introduction de borner de façon spatiale et chronologique si c'est en histoire. Ici, c'est en géo, on borne de façon spatiale, uniquement. Et on reprend donc problème aménagement, et on dit en fait, bon moi je l'ai dit d'une autre façon, hein, on aurait très bien pu dire, bon bah ils ont des problèmes, mais il y a des aménagements qui sont faits pour tenter d'y remédier. Moi j'ai dit, ils possèdent des atouts, mais également des contraintes, et donc du coup, bah, ces atouts et ces contraintes, on va les expliquer juste après. Je vous explique un petit peu mon plan. Globalement, c'était à peu près le plan qu'on pouvait faire quand on travaillait la leçon en fait. Moi, quand j'ai fait la fiche sur Digi, c'était à peu près un plan identique. D'abord, on parlait des contraintes, donc on disait que bon, bah, voilà, il y avait des problèmes. Plusieurs contraintes, l'éloignement et l'insularité. Alors, éloignement par rapport à la métropole, et je vous donnais un exemple, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est située à 17 000 km de Paris, donc il faut entre 20 et 30 heures pour atteindre l'île depuis la France. L'insularité, c'est le fait que ce soit des îles, à l'exception de la Guyane, donc ça peut être aussi une difficulté, une contrainte. Deuxième contrainte, un développement économique et humain plus faible que dans la métropole. Donc, globalement, c'est DROM et c'est COM. On peut réutiliser les termes. Hein. DROM, COM. Je vous rappelle que DROM, c'est département et région d'outre-mer. Il y en a 5. Et COM, c'est collectivité d'outre-mer. Donc, ce sont des espaces où il y a un développement économique et humain plus faible que dans la métropole. Par contre, au sein de leurs espaces, c'est-à-dire à proximité dans les Caraïbes, dans l'Amérique, dans l'océan Indien, etc., ce sont des îlots de prospérité, entre guillemets. D'accord ? Parce que, je donne un exemple. Si on pense à la Martinique et à la Guadeloupe, qui sont situés donc, dans cet espace Caraïbe, à proximité, vous avez le pays Haïti, qui est le seul PMA, pays les moins avancés, de l'Amérique. Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence. Ils sont marqués par le chômage et la faible industrialisation puisque l'économie des DROM et des COM est tournée autour du secteur des services et en fait principalement le tourisme. Troisième contrainte, les contraintes climatiques et les catastrophes naturelles avec des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des séismes, des tempêtes, etc. Les tempêtes, c'est logique avec l'insularité. Bon, ok. Maintenant, on voit les différents aménagements qui sont mis en œuvre pour tenter de remédier à ces problèmes. Premier type d'aménagement, c'est les aménagements qui permettent d'intégrer ces espaces. Donc, il s'agit notamment des aménagements de transport qui vont permettre de relier l'île à la métropole et aux pays voisins, mais aussi pour favoriser l'accessibilité de chaque DROM. On avait un exemple qu'on pouvait utiliser qui a souvent été étudié et qui était souvent dans les manuels, c'est la route du littoral de l'île de la Réunion. Okay. Deuxième aménagement, c'est l'aménagement pour réduire les déséquilibres et dynamiser l'économie. C'est notamment le développement d'un tourisme durable, avec ce qu'on appelle l'écotourisme, la création d'un schéma d'aménagement régional pour décider des objectifs à atteindre. Et ces objectifs, ce serait en termes de développement économique, social et environnemental. Ok, à partir de là, vous avez fait le taf, c'est bon. Si vous voulez faire une conclusion, vous la faites. Si vous n'en avez pas, vous n'en faites pas. D'accord ? C'est pas pénalisant. Ok, tu veux que je réponde à des questions ou je passe au deuxième exercice de la géo ? Écoute, on en a quelques-unes. Allez, vas-y. Alors, il y a Marion qui s'inquiète un petit peu, elle nous parle de l'annexe dans sa copie. Elle a dit Ouais. j'ai pas mis mon numéro d'anonymat dessus, c'est grave, tu penses ? On s'en fiche ? Alors, j'avoue que je sais pas comment ils étaient vraiment faits. A priori, ces documents, mais a priori, on les agrafe, les copies. Donc non, c'est pas grave. Normalement, tout est agrafé et rien ne peut s'échapper. Ok, ça marche. Il y en a qui sont plusieurs à nous demander, on a parlé des dom-tom et pas des drum-com, c'est grave. Dom-tom, c'est pas le terme qui est utilisé de nos jours, hein. C'est un terme qui est utilisé il y a 15 ans. Parce que DOM, c'est ce qu'on appelle les départements seulement. Et en fait, ces départements, ce sont aussi des régions. Et TOM, c'est territoire d'outre-mer. Maintenant, on les appelle les collectivités. On va dire que ça peut être un tout petit peu pénalisant, mais pas des masses. Amy qui nous dit, moi j'ai intégré un croquis avec l'emplacement des espaces ultramarins. Ça rapporte des points, tu penses ? On va pouvoir grappiller quelques points avec ça ou... Ça peut être intéressant hein, parce que ça peut montrer les problèmes spécifiques rencontrés par les territoires ultramarins. Ça peut être intéressant, ouais. Newton 10, moi j'ai fait une... Alors c'est dans... Je
pas quel exercice. Moi, j'ai fait une ouverture après la conclusion qui n'est pas terrible sur les aménagements en France métropolitaine. Est-ce que je serai pénalisé? Tu ne seras pas pénalisé, mais ça ne servait à rien. Ça servait à rien? Non, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'ouverture Ok. au brevet. Petite question sur le développement construit, si tu veux bien. J'ai parlé de l'accès aux soins ou aux services qui sont difficiles dus aux routes et aux aménagements peu développés. Et aussi à l'accès à l'éducation. Est-ce que ça te semble pas mal comme... Alors, dans les faits, les DROM et les COM ont un accès à l'éducation qui est le même qu'en France. L'accès à la santé, par des routes moins praticables, oui, mais ce n'est pas non plus des pays pas développés. Hein. Ce sont des espaces intégrés à la France ou, on va dire, liés à la France pour les COM. Donc, ce n'est pas non plus une catastrophe dans ces pays-là. Donc, ça dépend de ce que tu as évoqué comme difficulté. Il ne faut pas non plus dessiner un truc qui est hyper cliché et qui n'est pas vrai. Écoute, je pense qu'on peut enchaîner. Ok, après on avait une tâche cartographique qui était plutôt intéressante et surtout en fait qui reprenait normalement un schéma que vous deviez, enfin un croquis pardon, que vous deviez avoir fait cette année. Je vous rappelle que croquis, c'est quelque chose qui est fait, une représentation graphique, cartographique qui est fait à partir d'un fond de carte et un schéma, il n'y a pas de fond de carte. Donc on avait 5 différentes étapes. Alors je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc, on avait 5 étapes. Je vais juste reprendre mes petites étapes là pour pouvoir vous les donner. La première étape, c'était qu'il fallait choisir les bonnes couleurs qui étaient adaptées pour montrer les inégalités de dynamisme. Donc, on a 4 couleurs à choisir. Dans les faits, il faut vraiment passer du rouge au jaune. D'accord ? La seule petite différence, c'est cet espace-là. Régions industrielles qui peuvent être soit en violet, soit en rose, ça peut être une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours mettre la puissance, l'élément le plus fort en rouge. Donc le cœur économique du pays, c'était en rouge et c'était donc ici. C'est la métropole parisienne et ses alentours. Donc là, je réponds à la fois à la question 1 et à la question 2. Les espaces périphériques dynamiques, ce sont ces espaces qui sont situés sur les littoraux et à proximité des frontières. Donc qui vraiment dessinent un espèce d'arc. Ce sont des espaces qui sont donc dynamiques. Deuxième figuré. Troisième figuré, les régions industrielles anciennes. C'était ici, le nord et le nord-est de la France. Donc là, on l'a mis en orange clair. Si vous n'aviez pas orange clair, orange foncé ou jaune clair, jaune foncé, vous pouviez très bien mettre rose ou violet, c'était pas grave. Tant que les autres, c'était dans les tons de couleurs qui sont évoqués ici. Dernier, les espaces ruraux peu reliés au monde. Là, c'est donc l'intérieur du pays, ce qui correspond finalement en fait au Massif central, au sud donc de la métropole parisienne. Attention, ne pas mettre de blanc. Le blanc, ça veut dire absence d'information, donc ce n'est pas bon. C'est compléter la légende en indiquant l'information qui correspond au figuré hachuré. Donc ici, vous avez les hachures qui correspondaient à ces éléments-là. Ce sont des territoires ultramarins. Alors, on peut dire territoire ultramarin ou on peut rajouter Drôme. D'accord ? Parce qu'on présente ici que les départements et les régions d'outre-mer et pas les COM. Je rappelle que la Corse n'est pas indiquée en hachure parce que la Corse ne fait pas partie des territoires ultramarins puisqu'elle est en Europe. Et les territoires ultramarins, ce sont les espaces qui sont situés en dehors de l'Europe. Délocaliser et nommer 4 aires urbaines de votre choix. Vous aviez le choix et vous avez les réponses ici. Attention à ne pas vous tromper quand même. Si vous en mettez plus que 4, parce que je suis sûre que la question va arriver, ça ne sert à rien. Ça sert juste à montrer que vous connaissez votre cours, mais ça ne va pas vous rapporter des points en plus. Donc, vous avez Lille ici, Nantes, Paris bien sûr, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et Nice. Et enfin, expliquez le choix du figuré pour les façades maritimes. Donc, vous avez ce figuré ici qui est un figuré linéaire avec des petites flèches et qui montre en fait le lien entre la France et les autres pays. En fait, les façades maritimes, ça permet de montrer qu'on a un lien par le biais des espaces maritimes. Ok, question. Oui, alors ils sont tous en stress total sur les couleurs. Là, ils me disent « Ah, moi j'ai mis du jaune à la place du machin, j'ai mis du rouge à la place du marron, j'ai mis du marron à la place du rouge. »
Livre sur les couleurs, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on... concrètement, si vous n'avez pas choisi les bonnes couleurs, si vous n'avez pas choisi les mêmes couleurs, entre guillemets, qu'ici, ça dépend de ce que vous avez fait comme choix de couleur. On va dire que de manière... une règle, si vous voulez, de la cartographie, c'est de n'utiliser que des couleurs pour traiter de l'organisation, par exemple, du territoire, qui varient du rouge au jaune. Bon, il y a des correcteurs qui sont tatillons, d'autres qui sont moins. Moi, je sais que quand je corrigeais le brevet, quand les règles de la carto n'étaient pas tout à fait respectées, je mettais un petit peu de points en moins, mais je n'enlevais pas tous les points. D'accord? Donc, vous paniquez pas si jamais vous n'avez pas utilisé exactement ces couleurs-là. Déjà, peut-être que vous avez utilisé des couleurs qui ont du sens, que votre correcteur, lui, il va peut-être pas avoir cette habitude de vraiment pénaliser si les règles de la cartographie sont pas respectées. Donc, on va dire, apaisez-vous là-dessus. Ils ont tous zappé de colorier la Corse. Là, genre, j'ai oublié de colorier la Corse. Il y a 100 messages comme ça de la Corse. C'était grave. Normalement, un territoire pas colorié, ça équivaut à quelque chose qui n'est pas indiqué, enfin une information qui n'est pas indiquée. On sait que la Corse, c'est indiqué, si vous voulez. Deux possibilités. Votre correcteur, il passe vite les copies et il ne voit même pas que vous n'avez pas colorié, donc il ne vous pénalise pas. Deuxième possibilité, le correcteur passe les copies, voit que vous n'avez pas colorié la Corse. Soit vous pénalise un petit peu, mais ça sera jamais, il vous enlèvera jamais tous les points. Soit il vous pénalise pas parce que bon, il se dit c'est pas grave. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous êtes pénalisé, c'est vraiment qu'un tout petit peu, donc calmez-vous. Pas de souci. Moi j'ai assuré les drumcom justement. Mais ils étaient déjà assurés les drumcom. D'accord. Voilà. Je crois qu'on peut enchaîner. Ok, on enchaîne sur de l'EMC, donc de l'enseignement moral et civique. On avait donc un texte comme des documents en fait comme d'habitude sur cette dernière partie qui nous permettait d'avoir 10 points. On avait deux documents, un document on va dire officiel et un document d'un site internet d'un collège. Donc deux éléments et à chaque fois quand on a deux documents, on va d'abord s'intéresser au premier, ensuite s'intéresser au deuxième et ensuite confronter les deux documents. Donc première question qui était relativement facile, hein, c'est relever deux valeurs de la République auxquelles font référence les deux documents. Donc là pour le coup en fait on s'intéresse aux deux documents, excusez-moi. C'était simple, hein, si on repère ici, il y a la liberté et il y a l'égalité. Donc les deux valeurs elles sont là. Je vous rappelle que valeurs ce sont les termes qui sont dits dans la devise, liberté, égalité, fraternité, donc les deux était indiqué là, liberté, égalité. Nommer un texte qui garantit ces valeurs pour tous les citoyens. Le texte est très simple, c'était la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, je passe très vite là-dessus. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous aviez mis sa date, pourquoi pas, mais ce n'était pas demandé dans la question, donc ça ne vous rapporte pas forcément des points. En fait, dites-vous bien que plus vous en mettez, plus il faut vérifier que ça correspond à la réponse à la question. Si vous faites du blabla, là, vous risquez d'énerver un peu votre correcteur qui a 50 copies à corriger en 2 jours et qui galère déjà suffisamment à ça. 3. Reproduisez sur votre copie. Alors, ils n'ont toujours pas compris que reproduire des tableaux, souvent, c'est un peu galère pour vous parce que vous êtes parfois un petit peu à la fin en EMC, en retard sur votre timing. Donc, malheureusement, vous deviez reproduire n'importe quoi. Vous deviez reproduire, un tableau. C'est pas grave. Eh bien, à partir des deux documents, vous pouviez donner des interdictions et des règlements intérieurs qui garantissaient finalement, des garanties. Pardon. Alors, 2 pour chaque. Si vous en mettez plus, vous ne gagnez pas plus de points. D'accord? Moi, je vous en ai listé plus parce que je suis là pour vous faire une correction. Et donc, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments. Mais dites-vous bien que quand on vous demande 2, mettez-en 2. Si vous en avez mis plus, c'est pas grave. C'est juste que ça sert à rien, c'était pas marqué dans la consigne. Bon, règlement intérieur interdit le port de certains vêtements comme les casquettes ou les shorts, le bizutage, les agressions physiques ou morales et les discriminations. Par contre, le règlement intérieur garantit la liberté d'information et d'expression, les principes de laïcité et de pluralisme. Je vous rappelle que pluralisme, ça vient de plusieurs. Donc, pluralisme, ça peut être notamment
évoquer le pluralisme politique, donc plusieurs partis, le cadre disciplinaire de l'établissement, la tolérance et le respect d'autrui, l'égalité des chances et de traitement entre les filles et les garçons. Globalement, en fait, vous repreniez une grande partie du document 2 qui évoquait beaucoup de ces éléments-là. En gros, j'ai quasiment repris tout le document 2 ici. Et puis, pas mal du document 1, un tout petit peu du document 2 dans la première case. Dernière question. Alors, ça termine toujours là-dessus, hein, le DNB maintenant, sur un petit élément d'explication, petite rédaction, si vous voulez, et une mise en situation. Donc, vous accueillez dans votre collège des élèves de CM2, un écolier qui vous dit connaître le règlement intérieur, ça ne sert à rien. Vous répondez en lui montrant ce qui fait l'intérêt du règlement et de la nécessité de bien le connaître. Et là, pour le coup, vous devez comporter, vous ne devez pas marquer votre signature, votre identité, etc. Globalement, vous aviez plein d'éléments dans les questions précédentes qui permettaient d'y répondre. Ça semble logique, hein, c'est vraiment un déroulé. Vous pouviez aussi reprendre les informations des textes que vous n'aviez pas évoqués encore. Donc, quelques éléments de réponse. N'oubliez pas qu'il faut dire, d'abord, il y a un intérêt au règlement. Deuxième élément, il y a une nécessité aussi de bien connaître le règlement. Donc, le règlement intérieur a un grand intérêt, première partie. Il permet de garantir à tous une liberté d'information, d'expression, mais aussi de choix politiques et de choix religieux. Il assure la tolérance et le respect d'autrui ainsi que l'égalité des chances. Deuxième élément, il fallait montrer la nécessité de bien connaître ce règlement intérieur. Donc, c'est important de le connaître parce que on sait ce qu'il est possible de faire et ce qui est interdit. Et en le connaissant, on sait aussi quelles sont les sanctions appliquées si le règlement intérieur n'est pas suivi. Donc voilà, globalement, les éléments de réponse sur l'EMC. Y a-t-il des questions? Oui, quelques-unes. Allez. Alors, The Video Game qui nous dit question 3, toute forme de discrimination. Est-ce que ça marche ou pas comme argument? On parle de toute forme de discrimination. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Donc, le règlement intérieur interdit toute forme de discrimination. Alors, moi, je l'avais mis, mais je l'avais mis les agressions physiques ou morales et les discriminations. J'ai fait un package, moi. Okay. D'accord, donc c'est bon. Vincent, question 1 en EMC, j'ai parlé de la fraternité parce qu'à un moment il y a marqué s'aider les uns les autres et du coup, est-ce que j'aurai des points avec ça? Comme Valérie, ouais, ils sont plusieurs à avoir parlé de la fraternité. Hein. Attends, je vais regarder. Disons que c'est la valeur qui est la moins précisée dans les documents. La question, c'était deux valeurs auxquelles font référence les deux documents. Je relis, hein, je suis désolée. Moi, je serais correcteur, je le noterai pas juste. Ok, ça marche. Question 2, ils sont beaucoup à nous demander ça, mais moi, ils m'ont parlé de la Constitution à la question 2. Moi, j'ai mis la Constitution, ça semble bien. Dans les faits, la Constitution, elle reprend des éléments de le préambule de la... Attendez. Elle reprend le préambule de la Constitution de 1946 et il y avait ces valeurs, ouais. Donc, oui, c'est une possibilité. Ok. Pour le texte, j'ai mis donc DDHC, les valeurs de la République, j'ai mis laïcité et égalité. Et il me dit aussi pour le texte, j'ai mis déclaration officielle des droits de l'homme et du citoyen. Alors, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est bon. La laïcité, ce n'est pas une valeur, c'est un principe. Faites bien attention, les valeurs, ce sont les trois mots qui sont inscrits dans la devise. Les principes, ce sont démocratie, laïque, sociale et indivisible. Donc, c'est pas bon là-dessus. Tu as un point sur les deux, quoi. C'est bon. Bon, on n'a plus de questions. En tout cas, bon là, on va dire que c'est la fin du DNB. Maintenant, on arrête de se prendre la tête. Vous aurez vos résultats quand vous aurez vos résultats. Maintenant, essayez de décompresser un petit peu. Et puis, en tout cas, je vous retrouverai sur DigiSchool l'an prochain quand vous serez en seconde. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. À bientôt chez DigiSchool.